La présidente Sahle-Work Zewde et le Premier ministre Abiy Ahmed ont félicité le président Ismaïl Omar Guelleh pour sa victoire électorale. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 12 avril. La présidente Sahle-Work Zewde et le Premier ministre Abiy Ahmed ont félicité le président Ismaïl Omar Guelleh pour sa victoire électorale. Le président Ismaïl Omar Guelleh a été réélu pour une 5e mandat après avoir remporté plus de 98% des voix aux élections de vendredi. Les résultats montrent que son rival, l'homme d'affaires Zakaria Farah, a recueilli moins de 5000 voix. L'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekini, exprime la volonté de son pays de soutenir pleinement les applications sociétales éthiopiennes de la technologie nucléaire dans les soins de santé et l'agriculture. L'ambassadeur Terekini a déclaré aux Ethiopian Herald que la Russie était désireuse de soutenir les efforts de l'Éthiopie pour utiliser une technologie de haut niveau, y compris le développement de l'énergie nucléaire, à des fins pacifiques. Comme de nombreux Africains sont touchés par la maladie oncologique, avoir un centre de traitement en Éthiopie aidera à traiter des millions de personnes, a déclaré l'ambassadeur. La technologie nucléaire réduirait les énormes pertes post-récolte de l'Éthiopie, qui s'élèvent à 25% par an, a déclaré l'ambassadeur. L'accès à l'énergie nucléaire jouera un rôle important pour l'Éthiopie et aidera énormément la région de l'Afrique de l'Est dans son ensemble, a-t-il souligné. Il convient de rappeler que lors du sommet Russie-Afrique de 2019, l'Éthiopie et la Russie ont signé un accord pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Une stratégie diplomatique globale serait impérative pour résister aux pressions des pays riverains inférieurs et des ennemis étrangers concernant le Grand Barrage. Des universitaires éthiopiens font cette remarque en discutant des problèmes du Grand Barrage avec l'agence de presse éthiopienne. Les universitaires ont conseillé à l'Éthiopie d'insister sur les négociations en cours sous les auspices de l'Union africaine. Metasabia Weldarega, à plus. L'Éthiopie est confrontée à une résistance continue de la part des pays riverains inférieurs et de leurs laquais concernant l'érection de son méga-barrage sur la rivière Abaï. Le pays a été occupé à démystifier les commentaires négatifs et les spéculations non fondées de l'Égypte et du Soudan sur le barrage. S'adressant à l'agence de presse éthiopienne, les universitaires éthiopiens conseillent d'inverser la tendance en forgeant un nouveau type de stratégie diplomatique qui se concentre sur l'offensive pour déjouer la tendance défensive. De nombreuses personnes ont joué un rôle important dans la diffusion des bonnes informations sur le barrage à travers les médias sociaux et traditionnels dans différentes langues. Bien qu'elle n'ait été lancée que par quelques personnes, la campagne a été récemment rejointe par de nombreuses personnes qui se soucient vraiment de l'Éthiopie. Différents types de discussions et de webinaires ont également eu lieu sur diverses plateformes, mais tous devraient être institutionnalisés. Une campagne diplomatique bien formée devrait s'immerger à partir de ce moment sur les pupilles. Nous n'allons pas recevoir les ordres du jour tout le temps. Nous devons également définir nos propres agendas. Feki Ahmed, expert en ressources en eau, a pour sa part déclaré que la position irrésolue des pays riverains inférieurs sur la construction crée des problèmes dans le bassin du Nil, y compris le barrage. La pression des pays riverains inférieurs se poursuivra même après l'achèvement du barrage. La seule option que nous avons est de nous préparer à intercepter avec succès leur agenda présomptueux. Il est également impératif d'empêcher un tiers d'intervenir dans cette affaire. Aucun tiers n'intervient pour négocier les trois pays par compassion. Ils viennent avec leur intérêt. Donc, nous ne devrions pas permettre que cela se produise. Et leur intérêt va à l'encontre de notre intérêt. L'Éthiopie devrait renforcer les négociations parrainées par l'UA pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains.
Lors du dernier cycle de pourparlers à Kinshasa, présidé par l'actuel président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, l'Éthiopie a réitéré son engagement à poursuivre les négociations avec l'Union africaine. L'ambassadeur d'Éthiopie au Soudan, Yibelt Alamro, s'est entretenu avec Mohamed Sherif Abdallah, sous-secrétaire au ministère des Affaires étrangères au Soudan. Ils ont discuté des sujets liés aux relations bilatérales entre les deux pays, à la négociation trilatérale sur le Grand Barrage et aux différents frontaliers. À cette occasion, l'ambassadeur Amro a informé le sous-secrétaire d'une invitation que l'Éthiopie a adressée au Soudan pour désigner un opérateur du barrage pour l'échange de données avant le début du deuxième remplissage du Grand Barrage. Concernant le différend frontalier, Ibn Al a souligné la nécessité de résoudre le problème sur la base des accords existants et des comités établis. Le sous-secrétaire Abdallah a pour sa part félicité l'Éthiopie de l'invitation à échanger des données. Le sous-secrétaire a recommandé aux deux pays de résoudre leurs différends frontaliers par le dialogue et leur comité politique de haut niveau. Le Bénin s'est levé tôt dimanche pour voter lors de l'élection présidentielle tendue lors d'un vote qui a été entaché de violence pendant la campagne. Le président sortant Patrice Talon affronte seulement deux rivaux, d'autres opposants sont soit exilés à l'étranger, soit empêchés de se présenter en raison du nouveau code électoral et de la réforme institutionnelle. Le Bénin a connu une campagne terne dans le sud, mais dans le nord, des graves violences ont éclaté après que des habitants ont bloqué des routes et que l'armée a dégagé la voie à l'aide des balles réelles. Dans la ville de Sèvres, 2 personnes ont été tuées, incitant la communauté internationale à demander instamment la fin de la violence et un vote transparent et juste. Selon la Commission électorale nationale autonome, les barrages routiers ont retardé le déploiement du matériel électoral dans le nord. Près de 5 millions d'électeurs sont attendus dans plus de 15 000 bureaux de vote. Les résultats sont attendus lundi ou mardi. Et pour conclure le journal, une ancienne cité perdue a été découverte en Égypte, la plus grande jamais trouvée selon l'équipe qui l'a découverte. Le célèbre égyptologue Zahi Hawass a annoncé la découverte de la cité dorée perdue le 8 avril, affirmant que le site avait été découvert alors qu'il recherchait le temple mortuaire du roi Toutankhamon près de Luxor, domicile de la légendaire vallée des rois. Selon l'équipe qui l'a découverte, la ville se compose de plusieurs quartiers et maisons avec des murs de près de 3 mètres de haut, d'une boulangerie et d'espace pour fabriquer des sandales et coudre des vêtements et des personnes qui peuvent les avoir portés. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les universitaires exhortent l'Éthiopie à forger une nouvelle forme de diplomatie concernant le Grand Barrage. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Le pèlerinage éthiopien, les églises monolithes de Lalibela. L'Éthiopie est située dans le nord-est de l'Afrique. Les hauts plateaux se sont formés grâce à la fusion des roches volcaniques. Isolé au milieu de la falaise se trouve un lieu sacré, chrétien et unique, Lalibela. Cette église en forme de croix est la maison de Saint-Georges. La roche a été découpée pour laisser place à une croix de 12 mètres sur 12 mètres. Elle a été taillée à même la roche sans la moindre fêlure. L'intérieur a également été creusé dans le rocher. Lalibela a 11 églises monolithes qui sont toutes reliées entre elles par des tunnels.
Elles ont été construites au XIIe siècle par un dirigeant nommé le roi Lalibela. Ce monarque chrétien a fait un rêve. Dieu lui a dit « Construis des églises en pierre, ce sera la nouvelle Jérusalem ». Et pour la construire, le roi va s'inspirer de scènes bibliques. L'étable où est né le Christ, le fleuve, le Jourdain, avec une croix symbolisant le baptême du Christ. Ou encore cette petite colline qui surplombe le lieu saint. Elle a été choisie afin de ressembler au mont des Oliviers. Le christianisme éthiopien remonte au IVe siècle. Aujourd'hui encore, il reste très proche de ses racines juives. Noël, dans le calendrier éthiopien, est fêté le 7 janvier. À l'approche du festival, 60 000 pèlerins se rendent à Lalibela. Parmi eux se trouvent des moines qui prêchent des sermons à ciel ouvert. Est-ce qu'une autre ville a été construite par Dieu? Dans tout le monde, seul Lalibela l'a été. Vous devriez être fiers de Lalibela. Le sol sacré de Lalibela est réputé pour guérir les maladies. Sur les hauts plateaux de l'Éthiopie, à 2600 mètres d'altitude dans la région du Lasta, voici la petite ville de Lalibela. C'est l'un des principaux lieux saints des chrétiens orthodoxes du pays, qui représente 30% de la population. Lalibela, c'est une nouvelle Jérusalem, le mont Tabor, le Jourdain, des noms évocateurs empruntés au berceau du christianisme. Au Moyen Âge, les conflits religieux empêchent en effet les Éthiopiens de se rendre en Terre Sainte. Jérusalem vient donc à eux. D'après la légende, le roi Lalibela, qui régna au XIIIe siècle, reçut la mission divine d'édifier ici une église d'une seule pierre. Des archanges, qui remplaçaient les ouvriers la nuit, lui vinrent en aide. La construction n'aurait pris ainsi que quelques jours. Dans ce sanctuaire, 11 magnifiques églises monolithes attirent les fidèles depuis plus de 800 ans. Classés par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, ces stupéfiants édifices sont creusés profondément dans la montagne, dans des fossés mesurant jusqu'à 12 mètres de haut. Une équipe franco-éthiopienne de scientifiques a pu travailler pendant un mois ici pour dresser, pour la première fois, une carte archéologique de l'ensemble du site. Un défi qui réjouit François-Xavier Fauvel. On a en première apparence un site archéologique, puisque c'est construit, c'est de la roche, etc. Le problème est qu'on a en réalité tout le contraire d'un site archéologique, puisque ce site a été détouré et évidé depuis le sommet du rocher, et que les actions successives des hommes pour ouvrir de nouvelles églises, de nouveaux bâtiments, ont en fait effacé, arasé les niveaux antérieurs. Donc on pourrait dire qu'à l'inverse d'un site archéologique qui accumule des dépôts successifs, on a là un anti-site archéologique qui détruit progressivement les phases antérieures d'occupation et d'aménagement du site. Dresser une carte des différentes phases de développement du site n'est pas simple, car il s'étend sur plus de 3 km². Les 11 églises s'organisent en 3 groupes. Le groupe 1, au nord, comprend 6 églises. Au premier plan, la plus grande du site, Médané Alem, l'église du Sauveur du monde. Le groupe 2, avec ses 4 églises, l'une d'elles, Gabriel Roufaël, semble avoir été une forteresse avant d'être transformée en église. Et enfin, Beta Georgis, isolée à l'est.
L'enjeu de cette mission n'était pas tellement d'étudier l'intérieur des églises, chose qui a déjà été faite, très bien faite par beaucoup de spécialistes, mais d'étudier les relations entre ces églises, notamment tout ce qui n'est pas en général étudié, tout ce qui est dans l'angle mort de la recherche de ce site, c'est-à-dire les systèmes de tranchées, les déblais, les surcreusements, les phasages, etc. L'extérieur des églises réserve des surprises. Rochers et façades sont percés d'étonnantes portes qui débouchent maintenant sur le vide. Certaines surmontent même parfois des fenêtres. Les voies qui y menaient ont été recreusées, créant de profondes tranchées. En observant ces anomalies, les chercheurs ont donc défini des étapes dans le creusement des dômes rocheux et dans l'apparition des églises monolithes. Donc là, il faut bien imaginer qu'on est